Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous allons revenir sur les conséquences de la guerre d'Ukraine, notamment avec un des effets imprévus au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à savoir la victoire de la Chine. En réalité, dans cette guerre d'Ukraine, la Chine est la grande gagnante et on va voir qu'elle gagne sur de nombreux points. Et notamment, le principal point sur lequel elle gagne, c'est dans la mise en place d'une féodalisation de la Russie. Si la Russie a envahi l'Ukraine en février-mars 2022, c'est pour plusieurs causes, mais notamment la Russie espérait prendre le contrôle de l'Ukraine, repousser également l'OTAN, et elle espérait également une guerre courte, une guerre qui ne dure que quelques jours avec le départ de Zelensky de Kiev et de suite une négociation pour la fin du conflit. Ce n'est pas ça qui s'est passé, qui s'est produit, puisque la guerre dure maintenant depuis 3 ans. Et ce que l'on voit, c'est que la Russie contrôle à peu près 20% du territoire de l'Ukraine. Il est peu probable que l'Ukraine récupère dans l'immédiat ces territoires, la Crimée, une partie du Donbass. L'armée ukrainienne n'a pas les moyens en hommes et en technique. La Russie avance peu, mais elle avance. Et elle contrôle donc aujourd'hui à peu près 20% du territoire ukrainien. Mais cette guerre lui coûte très cher. Elle lui coûte cher d'abord sur le point de vue au niveau financier, avec une très forte inflation en Russie, avec également de nombreuses faillites d'entreprises. Elle lui coûte cher évidemment sur le plan démographique, avec un nombre de morts et de blessés qui est important. On n'a pas les chiffres réels, puisque évidemment la Russie ne publie pas ces chiffres, mais au vu des troupes engagées, au vu des rotations, on peut estimer que ça se chiffre à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et on voit une Russie qui est également engagée contre l'OTAN, et qui se retrouve finalement avec une OTAN qui est non seulement plus forte, mais aussi plus étendue qu'avant le déclenchement de l'invasion. Il y a encore quelques années, Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Or, en envahissant l'Ukraine, la Russie a ressuscité l'OTAN. Elle a redonné une légitimité à l'OTAN, OTAN qui avait été créée en 1949 pour lutter contre l'Union soviétique. Et puis on a une extension de l'OTAN, notamment à la Finlande, qui a rejoint l'organisation. Alors certes, la Finlande était officiellement neutre, mais dans les faits, elle était quand même davantage dans le camp occidental que dans le camp soviétique puis russe. Il n'empêche que dans les faits, elle était neutre. Et aujourd'hui, eh bien, elle a quitté cette neutralité pour avoir rejoint l'OTAN. On voit également, côté russe, une perte de ce qu'on appelait autrefois l'étranger proche, qu'on pouvait appeler l'étranger proche au moins jusqu'au début 2022, à savoir l'Asie centrale. Il y avait des liens très importants avec des pays comme le Kazakhstan, avec l'Ouzbékistan, avec le Turkménistan, une forte présence de population russe. Au Kazakhstan, il y a à peu près 20% de Russes ethniques qui habitent dans le pays, mais le Kazakhstan a une frontière de 9000 km avec la Russie, et évidemment la crainte que ce qui s'est produit en Ukraine ne se produise au Kazakhstan avec une invasion du Kazakhstan. Et donc ce que l'on constate au Kazakhstan comme pour les autres pays d'Asie centrale, c'est une réorganisation de leur alliance. Donc ils se sont retirés de l'orbite russe pour se rapprocher de la Chine et des pays européens. Donc en envahissant l'Ukraine, la Russie a provoqué une grande inquiétude chez un nombre important de ses alliés, notamment en Asie centrale, alliés qui se sont détournés de la Russie, sans rompre officiellement les relations, mais en gardant une distance critique et en se rapprochant davantage de la Chine et des pays européens. Donc là aussi, on a une défaite de la Russie et une victoire de la Chine qui est beaucoup plus présente dans les pays d'Asie centrale aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2021-2022. Autre victoire de la Chine, c'est que on a vu la Chine proposer un plan de paix pour la résolution du conflit ukrainien. On a vu également la Chine être sollicitée par les puissances européennes pour faire pression sur la Russie, pour
participer aux négociations. C'est la première fois que la Chine intervient dans un conflit européen. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire que la Chine intervienne directement dans un conflit européen et même que la Chine soit force de proposition pour la résolution d'un conflit. Donc là, c'est véritablement sans précédent. C'est une rupture importante dans les relations Europe-Chine. Jusqu'à présent, c'est l'Europe qui intervenait en Chine. C'est l'Europe qui, à une époque, s'est partagé le territoire chinois. Ce sont les pays européens qui, à une époque, ont organisé les traités internationaux autour de la Chine. Aujourd'hui, on a un retournement de situation puisque la Chine intervient directement et participe de cet effort. Donc là, on a véritablement une rupture, on a véritablement un changement profond en matière de relations internationales. Et puis, autre victoire de la Chine, c'est que la Chine est beaucoup plus présente sur le marché russe qu'elle ne l'était avant la guerre. À la suite des sanctions économiques, beaucoup d'entreprises européennes ont quitté la Russie. Je pense notamment à l'industrie automobile, qui a été remplacée par l'industrie automobile chinoise. Donc, pour schématiser, on peut dire que les voitures chinoises ont remplacé Peugeot et Renault. En tout cas, il y a un marché qui a été perdu pour un grand nombre d'industriels européens et le vide a été comblé par les industriels chinois. Et puis, il y a également la question énergétique. La Russie a besoin d'argent frais pour financer sa guerre. La Russie vit essentiellement sur la vente d'hydrocarbures, notamment du gaz et du pétrole. Et donc, la Russie a conclu des marchés favorables à la Chine. La Chine peut ainsi lui acheter des hydrocarbures à moindre coût. Et donc, ça assure à la Chine une énergie abondante et moins chère. Et ça assure à la Russie, alors certes, la vente d'hydrocarbures, mais malgré tout une dépendance à la Chine. Donc aujourd'hui, on a une Russie qui est beaucoup plus dépendante à la Chine qu'elle ne l'était avant le conflit. On peut dire finalement que la Russie a perdu la guerre. Oui, elle contrôle 20% du territoire ukrainien. Oui, Vladimir Poutine se refuse toujours à négocier ou même à envisager un cessez-le-feu. Mais dès qu'on porte le regard au-delà du front ukrainien et qu'on regarde à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Asie centrale ou à l'échelle de l'Asie tout court, de la Grande Asie, on voit que la Russie a perdu sur les autres fronts. Elle a perdu de l'influence en Asie centrale, elle a perdu de l'influence dans le Caucase du Sud. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont désormais très méfiants à l'égard de la Russie, là aussi pour éviter une invasion comme l'a subi l'Ukraine. Elle a perdu son influence dans les pays baltes. Elle a perdu également son influence auprès du camp occidental. Vous avez beaucoup de gens qui disent qu'il faut tendre la main à la Russie, il faut dialoguer avec la Russie. Mais les Occidentaux ont beaucoup dialogué avec la Russie. Jacques Chirac avait remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine avait été reçu par George W. Bush aux États-Unis dans son ranch. Il avait passé un moment de détente, je ne dirais pas amical, mais enfin au moins un moment de détente sympathique dans le ranch à faire du cheval. Un des premiers chefs d'État que Emmanuel Macron a reçu en 2017 après son élection, c'est Vladimir Poutine. Il a été reçu en grande pompe à Versailles. Quand Angela Merkel arrête sa vie politique, qu'elle fait sa tournée des adieux, elle se rend à Moscou pour saluer Vladimir Poutine. Quand Joe Biden est élu président et qu'il fait un voyage, son premier voyage en Europe, il ne va pas voir les Européens, il va voir Vladimir Poutine à Genève. Donc on avait une Russie qui était parfaitement intégrée dans les relations internationales et notamment dans le camp occidental. On avait un Vladimir Poutine qui était parfaitement intégré, qui dialoguait, qui n'était pas du tout rejeté. Il était reçu par tout le monde venait le voir. Alors il y avait des frictions, il y avait des points sur lesquels il y avait des désaccords, mais enfin il était parfaitement intégré, il y avait une vraie discussion. Donc dire il faut tendre la main à la Russie, il faut dialoguer avec la Russie, c'est méconnaître l'histoire des 10 dernières années, des 20 dernières années même, et des échanges importants qu'il y a eu entre la Russie et le monde occidental. Tout a été brisé avec l'invasion de l'Ukraine, où là les relations ont été définitivement coupées, et non pas de la faute des Occidentaux, mais de la faute des Russes.
Et on voit bien aujourd'hui comment la Russie est isolée. La Chine a pris un espace qui a été laissé vacant par les Européens et par les Occidentaux, et la Chine a mis sous sa coupe économique la Russie. Donc dans cette guerre d'Ukraine, eh bien, la Chine est le grand vainqueur. Ça me fait penser à cette fable de La Fontaine qui s'appelle L'huître et les plaideurs. Vous avez deux plaideurs qui se battent pour... Pardon, vous avez deux personnes qui se battent pour manger une huître, puis il y a un troisième qui arrive qui est un plaideur et qui met les deux personnes d'accord en prenant l'huître et en la mangeant lui-même. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On a une guerre entre Russie, Ukraine et Europe, et c'est finalement la Chine qui a ramassé la mise. Alors on verra comment tout cela va évoluer évidemment dans les années qui viennent, mais en tout cas, la Chine sort renforcée de cette guerre d'Ukraine. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour une autre émission géopolitique.